On passe maintenant à l'interaction entre plusieurs couples acido-basiques. Dans cette interaction, on va commencer par l'interaction entre deux couples. L'interaction entre deux couples résulte d'une réaction. Généralement, on a un acide qui réagit avec une base pour donner la base associée au premier acide et l'acide associé à la première base. Donc on vous demande de calculer la constante de cette réaction-là. La constante, c'est toujours les produits sur les réactifs. Et dans ce cas-là, on peut l'exprimer en fonction des Ka. Donc c'est Ka de AH sur A- sur Ka de BH plus sur B. Donc c'est le rapport des Ka, ce qu'on peut écrire sous la forme de 10 à la puissance delta Pk. Et on peut représenter ça sur un axe. Donc voici un axe de pKa. Et ici, on mentionne les deux pKa, les deux valeurs de pKa. Toujours dans ce côté-là, on met les bases, alors qu'ici, à droite, on met les acides. On peut considérer que la base B possède un pKa plus grande que la base A-. Et donc, on peut remarquer que notre réaction, c'est entre cette base-là et cet acide. Donc, si on relie entre les deux, pour donner un- et pH, on obtient un gamma. C'est ce qu'on appelle la règle de gamma. Cette règle-là nous permet de connaître est-ce que la réaction possède un K supérieur à 1 ou un K inférieur à 1, une constante supérieure à 1 ou une constante inférieure à 1. Si on obtient si la réaction peut être représentée sous la forme d'un gamma, alors K est supérieur à 1. Donc ce K-là est supérieur à 1. Si on est dans le cas inverse, on aura une gamma inversée. Donc si on a par exemple la même chose mais une réaction entre ici B, BH+, ici A- et AH, si on a une réaction entre cette base et cet acide, on obtient un gamma inversé, donc K est inférieur à 1. Donc on a deux cas. Toujours on commence à partir de la base, donc on commence par la base, et puis on peut trouver un gamma euh, inversé ou un gamma dans le sens correct. Si on obtient un gamma dans le sens correct, donc K est supérieur à 1. Si on obtient un gamma dans le sens inverse, donc K est inférieur à 1. On peut bien sûr, si on connaît Ka, les pKa, on peut déterminer delta pKa et donc on peut calculer la constante de cette équation-là. Donc pour le tableau, généralement c'est une question aussi. On vous donne les quantités de matière initiale, donc on peut écrire ici N1, N2, N3 et N4. Généralement, on n'a pas de produit, donc on peut mettre 0, 0 à la fin, mais je vais mettre le cas général. En cours de la réaction, c'est N1 moins X, ici N2 moins X, ici N3 plus X, là N4 plus X. Donc on peut répéter la même chose, mais avec un XF. N2 moins XF, N3 plus XF et N4 plus XF. Donc on a trois cases toujours dans un tableau d'avancement. On a la case initiale, la case en cours de la réaction et un case qui représente l'état final. Pour connaître la composition finale, c'est généralement la question. Ce tableau-là est appelé bilan de matière. Bilan de matière. Si on vous demande de faire un bilan de matière, c'est-à-dire de déterminer ou de tracer un tableau d'avancement. Pour connaître la composition finale, on regarde la valeur de la constante qu'on a calculée. Si la valeur de la constante est très grande devant 1, la réaction, on peut dire que c'est quasi totale. Donc quasi totale pour un cas supérieur, très supérieur à 1. Généralement, on parle sur
K supérieur à 10 à la puissance 4. Mais on peut utiliser K supérieur à 10 à la puissance 3 ou dans certains cas supérieur à 10 à la puissance 2. Donc c'est une réaction quasi totale. Si on a une valeur de K très inférieure à 1, on parle d'une réaction nulle. Et dans ce cas-là, on peut dire que pour cette réaction-là, K est inférieur à 10 à la puissance moins 4. C'est le critère qu'on utilise généralement. Pour un cas de l'ordre de 1, donc c'est entre 10 moins 4 et 10 à la puissance 4, on parle d'une réaction limitée. Donc on a trois cas, soit une réaction quasi totale, une réaction nulle ou une réaction limitée. Si on a une réaction quasi totale, on parle d'un réactif limitant. Si on a une réaction nulle, on parle d'un avancement XF est pratiquement nul. Et si on a une réaction limitée, on utilise K pour déterminer X. F. Donc, si K est très grand, on suppose que la réaction est quasi totale. Donc, on dit qu'on a un réactif limitant. On cherche le réactif limitant, ce qui permet de trouver XF et donc la composition finale. Et on vérifie ça. C'est ce qu'on va faire dans les exemples. Après, si on a un cas de l'ordre de 1, on dit que la réaction est limitée. Donc, on remplace ces concentrations-là. Donc, on remplace BH+, A-, AH et P par ces valeurs-là. Et donc, on obtient une équation qui permet de déterminer XF. Et si on a une valeur de K très faible devant 1, on parle d'une réaction nulle. Donc, XF est très faible, donc il est pratiquement 0. Donc, la réaction n'a pas lieu. Donc, l'effet de la réaction est très négligeable. Donc, le mélange initial est quasi constant. On va voir des exemples après pour illustrer ça. Pour l'autre partie, c'est lorsqu'on a une réaction entre plusieurs couples. Donc, on a un bécher rempli par l'eau et on a plusieurs espèces acido-basiques. Donc, on a des acides et des bases. Pour déterminer la composition finale, donc on a plusieurs réactions. Pour déterminer la composition finale, on utilise la méthode RP. C'est une méthode très importante qu'on doit connaître dans ce chapitre-là, mais on peut l'utiliser aussi dans les autres chapitres. Pour appliquer cette méthode-là, on suit les étapes qu'on a ici. Donc la première étape, c'est de lister les espèces présentes dans le mélange. Donc on écrit tous les acides et tous les bases qui sont dans notre mélange initial. Puis on classe les couples associés selon le pKa. Donc on trace un axe de pKa et on mentionne les bases et les acides associés. Classé bien sûr selon les pKa. On souligne la base la plus forte, c'est la base qui est en haut. C'est la base soulignée la plus haute. Et l'acide le plus fort, c'est l'acide souligné le plus bas. Et donc, on trouve l'acide le plus fort et la base la plus forte. On écrit la réaction entre ces espèces-là. Puis, on calcule la constante. On a deux cas. Si on calcule la constante de cette réaction-là, cette réaction, c'est ce qu'on appelle la réaction prépondérante 1. Donc, RP1. On calcule la constante de cette réaction-là et on regarde la valeur de K. Si K est très inférieur à 1, et donc on peut utiliser le critère de 10-4, donc la réaction est nulle. Donc la réaction nulle, donc le mélange initial est stable, donc on n'a pas de réaction. On a un autre cas si les produits sont les réactifs, sont identiques aux réactifs. Donc on peut avoir un acide, une espèce A qui réagit avec une autre espèce B pour donner l'espèce B plus l'espèce A. Donc les réactifs sont les produits et donc on n'a pas de réaction. Donc le mélange est stable. Si on n'a pas ces deux cas-là, donc on part ici, on effectue le bilan de matière, donc on trace notre tableau d'avancement, on détermine
la composition finale. Donc on utilise ce qu'on a vu pour une réaction entre deux couples. Et à partir de ce mélange final, cette composition finale, c'est la composition après la réaction RP1. On répète toute la procédure. Donc on liste les espèces présentes dans le mélange après la première réaction. On les classe, on détermine l'acide le plus fort, la base la plus forte. On écrit la réaction, c'est la RP2. On calcule la constante. Si on a une constante très faible ou une réaction dont les produits sont les réactifs, on s'arrête. Mais si on n'a pas ça, on effectue le bilan de matière, la composition finale et on répète. Donc généralement, on trouve 3 réactions prépondérantes et dans la troisième, on trouve une réaction nulle. Après cette réaction-là, on détermine le pH de mélange. Pour le pH de mélange, c'est simple, il suffit, on a un mélange initial, on utilise la RP comme on a vu pour déterminer le mélange final qui est stable. Et à partir de ce mélange-là, on calcule le pH, soit en utilisant moins log de H3O+, soit on utilise pKe plus log de HO-, si on a HO- dans le mélange final. Si on n'a pas H3O+, et HO- dans le mélange final, on utilise cette expression-là, c'est pKa plus log de la base sur l'acide. Une base, l'acide conjugué, et pKa permet de déterminer le pH de mélange. C'est le pH final du mélange. Donc c'est la méthode qu'on utilise pour la RP pour déterminer le pH de mélange et la composition finale, bien sûr. L'autre application de l'acido-basique, c'est le dosage et le titrage. Donc le but, c'est quoi? C'est de déterminer, une concentration ou une quantité de matière. C'est la même chose. Concentration. Donc on veut déterminer une concentration donnée et généralement on utilise plusieurs méthodes. On a des méthodes physiques et des méthodes chimiques. Donc les méthodes chimiques sont des réactions chimiques et ces réactions-là, c'est ce qu'on appelle titrage. Et le montage du titrage, c'est celui-là. Les réactions physiques, on peut par exemple mesurer l'indice, on peut mesurer la pression, on peut mesurer d'autres paramètres qu'on va voir bien sûr dans le problème après. Mais dans les méthodes chimiques, on utilise une réaction et l'utilisation d'une réaction pour déterminer la concentration d'une espèce chimique, c'est ce qu'on appelle titrage. Le montage du titrage, c'est ce qu'on vous demande de tracer généralement. On a un agitateur magnétique, un barreau aimanté pour homogénéiser la solution. La solution titrée est placée dans un bécher. On verse la solution titrante qui est dans une burette graduée. Et cette burette-là est reliée à un support. Bien sûr, on ouvre ici le robinet. On a des gouttes qui tombent vers notre bécher. Et à partir de ces réactions-là, on peut déterminer la concentration. Pour ce faire, on a des conditions pour choisir bien ou pour bien choisir la réaction utilisée. La première, c'est que la réaction doit être rapide. Donc on doit choisir une réaction rapide et non pas une réaction lente. La deuxième, c'est on doit choisir une réaction quantitative ou totale. Donc lorsqu'on verse 1 millilitre par exemple, on doit avoir une réaction totale, donc on va avoir la disparition de ce millilitre là. Puis la réaction doit être unique, donc l'espèce qu'on a ici doit réagir seulement avec l'espèce qu'on veut titrer ici, donc il ne doit pas réagir avec d'autres espèces qui peuvent exister dans l'eau, et la réaction doit être athermique ou athermal, c'est-à-dire qu'il ne doit pas générer de la chaleur. Pourquoi? Pour des raisons de sécurité. Donc on a choisi la réaction, on a notre but, on a choisi la méthode, c'est le titrage. Donc à partir d'une réaction, on a vu les conditions de la réaction et maintenant on doit déterminer la méthode de suivi. Donc le suivi, c'est la méthode qui va permettre de trouver
le volume d'équivalence car on veut trouver une concentration. Donc, pour trouver la concentration, on doit déterminer le volume d'équivalence. Le volume d'équivalence, généralement, il est lorsque la quantité de matière ici, N versé, égale à N initial de notre solution titrée. Donc, si on a ici, par exemple, un acide et ici une base, on peut dire que l'équivalent, c'est lorsque la quantité de matière initiale de l'acide égale à la quantité versée de la base, la quantité de matière versée de la base. Donc, c'est le volume d'équivalence. Pour déterminer ce volume d'équivalence, il faut utiliser une méthode de suivi. On a plusieurs. La première, c'est la volumétrie. Et cette volumétrie utilise un indicateur coloré. On a plusieurs indicateurs colorés. On a le BBT, le phénolphtaline, l'héliantine, etc. On va voir dans les problèmes comment peut-on savoir quel indicateur qu'on va utiliser. La deuxième méthode, c'est le pH-métrie. La pH-métrie utilise un pH-mètre qui mentionne la valeur de pH et une électrode. Cette électrode-là, c'est ce qu'on appelle électrode de verre. Donc on a une électrode de verre qu'on met dans notre solution, dans notre bécher, et le pH-mètre mentionne la valeur de pH à chaque instant, bien sûr, et en traçant pH en fonction de volume, on obtient par exemple une courbe similaire à celle-là. Si on trace la dérivée, on va trouver une valeur similaire, un traçage similaire à celui-là. Donc voici le volume d'équivalence. La courbe rouge, c'est la dérivée de pH par rapport au volume. La deuxième méthode, c'est la conductimétrie. Et dans cette conductimétrie, on a un conductimètre relié à une cellule conductimétrique. Donc cette électrode-là, c'est ce qu'on appelle cellule conductométrique. Et cette cellule-là nous permet de calculer la conductivité. La conductivité, on peut rappeler qu'il est donné par cette relation-là, l'NDI, la concentration de XI. C'est une somme sur I. XI, c'est un ion qui est dans la solution. On va voir bien sûr des relations comme ça. Et bien sûr, si on exprime la conductivité en fonction du volume versé, donc c'est le volume de la burette, versé de la burette, on constate qu'on a une courbe similaire à celle-là. Si on modélise ça par des droites, on obtient ici une droite ici et une autre droite là. Et l'intersection entre ces deux droites nous donne le volume d'équivalence. Donc voici le volume d'équivalence. Donc il suffit de prendre 4 points avant l'équivalence, 4 points après l'équivalence et tracer deux droites pour trouver l'intersection. Et l'intersection, c'est le volume d'équivalence. Et on peut utiliser CAVA égale à CPVE pour trouver le volume d'équivalence. L'autre méthode, c'est la potentiométrie, mais on va consacrer une vidéo sur l'oxydoréduction car la potentiométrie est généralement utilisée en oxydoréduction pour les réactions oxydoréduction et non pas pour les réactions acido-basiques. Donc c'est tout sur l'acide basique, mais il faut travailler des exemples, des exercices pour comprendre un peu comment utiliser ça dans les problèmes.